Bonjour chers amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore ce matin. Nous osons espérer que vous avez bien aimé la vidéo d'hier. Et aujourd'hui nous revenons pour vous parler d'un sujet très important. Un sujet qui a trait à la connaissance de soi. Oui, quand on parle de connaissance de soi, certains se posent des questions. Comment se connaître soi-même? Est-il important de se connaître soi-même? Quelle importance a-t-on à se connaître soi-même? Eh bien, nous allons voir qu'on ne peut rien faire de durable dans la vie, de vrai, si on ne commence pas par se connaître soi-même. Alors, cette connaissance de soi nous conduira évidemment à faire notre bilan personnel. Je vous indiquerai donc par quel moyen vous pouvez faire votre bilan personnel. Il est important en vérité à un moment de la vie de s'arrêter un peu, de faire le bilan et de tracer d'autres perspectives pour pouvoir savoir où est-ce que nous allons. Alors cette première partie de la connaissance de soi est tirée en grande partie du livre de José Leroy intitulé Petit traité de connaissance de soi aux éditions Almora Spiritualité pratique. Mais avant de commencer, je vous demanderai, comme je le fais tout le temps, de vous procurer mon dernier ouvrage, mon 6e, intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour. Il est disponible en format PDF et vous pouvez l'acquérir en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com ou bien tout simplement en me contactant via ma page Facebook Ngor Ndiaye ou bien ma page que j'anime Léopold Ndiaye, écrivain coach formateur. Le livre coûte 8525, ce n'est pas très cher, 8525 francs CFA ou 13 euros, que vous pouvez acquérir par tous les moyens de paiement nationaux et internationaux, Wari, MoneyGram, Western Union, Orange Money, Tigo Cash et tous les autres moyens de paiement que vous connaissez. Alors, envoyez-moi un mail ou contactez-moi inbox via Facebook et je vous donnerai toutes les indications. Mais surtout, ne ratez pas cette chance inouïe, cette chance énorme, car ce livre est vraiment une merveille, un compagnon de route. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous aurez visionné la vidéo, de liker, donc sur ma chaîne YouTube, de cliquer sur like, j'aime, et de me laisser un petit commentaire. Alors, les amis, pourquoi chercher à se connaître soi-même? Voilà une grande question. Une grande question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. Alors, à cette question, nous pouvons avoir 3 réponses. La première, c'est que dès l'Antiquité grecque, la connaissance de soi est présentée comme conduisant à la sagesse. Et c'est pourquoi d'ailleurs sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, le pèlerin qui entrait pouvait lire le commandement suivant: connais-toi toi-même. Juste pour dire que le dieu Apollon lui-même exigeait de tout grec qu'il fasse effort pour avancer dans la connaissance de soi. Et d'ailleurs, les philosophes grecs de l'époque, et surtout Socrate, introduisaient cette expression dans la philosophie comme on le lit dans un dialogue de Platon, l'Alcibiade. Il dit ceci: la sagesse consiste à se connaître soi-même. Donc pour lui, pour être sage, il faut se connaître soi-même. Personne ne peut acquérir la sagesse s'il ne se connaît soi-même. Impossible donc, selon Socrate, de devenir meilleur si on ne se connaît pas. Impossible même d'être heureux si on ne sait pas ce qui nous convient ou pas. Et c'est évident. Comment peut-on être heureux si on ne sait pas ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas? Question de bon sens. Alors, prendre soin de soi, assure le philosophe d'Athènes, c'est essentiellement se connaître soi-même. La seconde raison pour se connaître, c'est la curiosité et l'étonnement. Vais-je vivre puis mourir sans m'être au moins une fois posé véritablement la question: qui suis-je? Puis-je passer mon existence entière dans les ténèbres sur ce qui est le plus proche de moi, c'est-à-dire moi? En général, les gens se
passent à côté de ce qui est plus proche d'eux. Parce que celui qui est plus proche de toi, c'est toi-même et personne d'autre. À quoi bon vivre si celui qui vit est inconnu à lui-même? La question de notre identité est sans doute une des questions les plus importantes de notre existence, sinon la plus existentielle, la plus essentielle. Platon le dit si bien quand il dit qu'une vie passée dans l'ignorance de soi ne vaut pas d'être vécue, et c'est vrai. Si on passe tout son temps en ignorant tout de soi, mais pourquoi vivons-nous? Ce constat est très vrai, non pas parce que Platon l'affirme, mais simplement parce qu'une existence dans l'ignorance de soi est une vie conduite dans le noir, sans point de repère et sans boussole. Je suis, j'existe, voilà qui est certain. Mais qui suis-je? C'est ça la véritable question. Et c'est de l'étonnement d'être que jaillit cette question. Quand on s'étonne d'être, cette question va jaillir. La connaissance de soi n'est possible que si je suis capable de m'étonner de ce qui est le plus connu, le plus évident, à savoir le moi lui-même. Platon et Aristote font de l'étonnement la véritable origine de la philosophie. Sans lui, en effet, aucune question ne surgit, aucune recherche ne se met en place. Il se trouve que j'existe, que je suis. Alors n'est-il pas légitime de se tourner vers soi au moins une fois, mes amis, au moins une fois? Tournez-vous vers vous-même et interrogez-vous véritablement sur celui qui est ici en train de vivre, c'est-à-dire vous-même. Comment ne pas s'étonner du fait d'être? Non pas d'être ceci ou cela, mais juste d'être, juste le simple fait d'être. On doit s'étonner. Pourquoi? Pourquoi je suis? Je suis là. On doit s'étonner pour ça. L'étonnement porte ici non pas sur des phénomènes rares et exceptionnels, mais sur ce qui est tout à fait ordinaire, le je suis lui-même. Mais la question du qui suis-je peut aussi surgir spontanément dans les moments de crise profonde, lorsque tout notre monde semble s'écrouler suite à un deuil par exemple, à une maladie ou plus simplement suite à un moment de lucidité sur notre condition mortelle et finie. Alors, avec le doute radical de notre existence, avec l'écroulement de nos valeurs et de nos certitudes, nous nous demandons avec angoisse ce que nous sommes réellement. Bien souvent à l'adolescence, le jeune individu sortant de l'enfance et hésitant à entrer dans la société des adultes se pose la question « Qui suis-je » et se tourne de tous côtés dans l'espoir d'une réponse ou d'un soutien. Ces fractures de l'existence sont certes de douloureuses remises en question, mais elles apparaissent parfois comme des ouvertures vers une interrogation plus profonde sur soi-même. Une intervalle surgit alors, une clairière s'illumine. Un instant, nous sortons de notre routine. Qu'allons-nous faire alors? Répondre à cet appel vers soi-même? Nous lever de notre lit de sommeil pour vivre une existence plus éveillée? Ou au contraire, allons-nous faire taire cette nostalgie vers une autre vie plus intense de nous-mêmes? Allons-nous nous étouffer cette voix et, sourds à notre véritable identité, la laisser retomber dans l'oubli? Maître Eckhart, dans son livre de la perfection de l'âme, nous disait que qui veut arriver à la plus haute perfection de son être et à la contemplation de Dieu, du bien suprême, il faut qu'il ait une connaissance de lui-même, comme de ce qui est au-dessus de lui jusqu'au fond. Ce n'est qu'ainsi qu'il arrive à la plus haute pureté. C'est pourquoi, cher être humain, apprends à te connaître toi-même. Cela t'est meilleur que si tu connaissais les forces de toutes les créatures. Enfin, la troisième raison pour se mettre en marche sur le chemin de la connaissance de soi est sans doute la plus importante. Les grandes philosophies du passé et les spiritualités authentiques nous apprennent qu'au cœur de nous-mêmes, en notre centre le plus intime, vit, demeure un trésor sans prix, la source du monde, c'est-à-dire l'absolu. La phrase du temple de Delphes que j'ai déjà citée, « Connais-toi toi-même », nous est parvenue aussi sous cette forme plus complète. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et de l'Inde, des Upanishads anciennes, nous parvient la même promesse. Notre moi,
Notre Atman est le Brahman lui-même, l'absolu si petit qu'il loge dans notre centre comme un point, et si vaste qu'il englobe le monde. Vérifions donc cette antique parole, cette si heureuse promesse. Si ce message est faux, si au cœur de nous-mêmes, nous ne trouvons rien que de l'humain, eh bien soit, nous devrons en prendre notre parti. Mais si au contraire, cet enseignement se vérifie dans les faits, alors notre vie pourrait bien en être complètement bouleversée. Nous devons mettre ces paroles à l'épreuve, une fois pour toutes. Au cours de sa vie, un homme peut se poser beaucoup de questions, mais elles tournent toutes autour d'une seule interrogation. Qui suis-je? Toutes les questions partent de là. Ainsi, la réponse à la question qui suis-je est la réponse à toutes les questions, la réponse ultime, nous dit Jean Klein dans son livre Qui suis-je aux éditions Relier. Alors, mais est-ce qu'il est vraiment facile ou difficile de se connaître? Est-il vraiment facile de se connaître soi-même? A priori, oui, car je suis ce que je suis. Je suis moi et pas un autre. Et donc, je devrais être à moi-même la personne la mieux connue. Autrui, qu'il soit mon ami, ma femme, mon mari ou un étranger, demeure toujours loin de moi à une certaine distance. Que pense-t-il? Que veut-il? Je n'en sais pas grand-chose. Mais de moi à moi, nulle distance. Je suis en quelque sorte à 0 cm de moi-même. Pourtant, c'est précisément cette proximité qui va poser un redoutable problème. Il y a d'abord un problème simple à repérer qu'on pourrait appeler psychologique. C'est la difficulté de se juger de manière objective. Oui, en réalité, la personne éprouve de la difficulté à avoir une opinion objective de lui-même. Parce que tout le temps, il voudra cacher ses défauts et mettre en exergue, sinon même exagérer ses qualités. Ou bien même le contraire peut être arrivé. La personne peut penser qu'il n'a aucune qualité, qu'elle n'a aucune qualité et a tendance à exagérer ses défauts et ses manquements. En effet, sommes-nous à même d'être impartiaux sur nos défauts et nos qualités? N'allons-nous pas diminuer les premiers pour accroître les seconds? Ne sommes-nous pas aveuglés par notre amour-propre? C'est déjà la difficulté que pointe Aristote. Apprendre à se connaître est très difficile et un très grand plaisir en même temps. Mais nous ne pouvons pas nous contempler nous-mêmes. Ce qui le prouve, ce sont les reproches que nous adressons à d'autres, sans nous rendre compte que nous commettons les mêmes erreurs, aveuglés que nous sommes pour beaucoup d'entre nous, par l'indulgence et la passion qui nous empêchent de juger correctement, nous dit Aristote. Ainsi, passionnés par nous-mêmes, prisonniers de l'amour-propre, nous sommes incapables de faire preuve de lucidité sur nos défauts et nos qualités, minimisant les premiers, exagérant les secondes. Nous apercevons avec scandale les vices d'autrui auxquels nous demeurons pourtant aveugles quand ils affectent notre caractère. Donc, on voit bien qu'il est quelque peu difficile de se connaître soi-même. Mais quand même, ce n'est pas impossible. Et c'est pourquoi je vais vous proposer aujourd'hui un outil assez simple, mais qui sera fait sous forme de questionnaire. Sous forme de questionnaire, principalement 2 questionnaires. Et ces questionnaires vous permettront d'aller au fond de vous-même, d'explorer votre existence. Et il y aura des questions qui vont paraître un peu plus osées, saugrenues ou même insensées, mais quand même qui sont importantes pour la connaissance de soi. Parce que dans le domaine de la connaissance de soi, il ne faut occulter aucun domaine. Oui, et nous vous poserons ainsi des questions vous poserez du moins des questions jusqu'avant votre naissance. Parce que la période pendant laquelle vous êtes né est importante dans votre personnalité. Alors, le questionnaire numéro 1 est intitulé « Connaissance profonde de soi ». Alors, ce questionnaire est disponible en format PDF pour ceux qui voudraient l'avoir, l'imprimer et avoir tout le temps de répondre aux questions. Vous pouvez en faire la demande par mail à leopoldndiaye@gmail.com et je vous enverrai le formulaire complet que vous pourrez
remplir, le modeler à votre guise. Voilà. Donc, la première question, quelle est la date de votre conception? C'est important de savoir quelle est la date de sa conception. Vous me direz peut-être, mais bon sang, je ne peux pas connaître ma date de conception. Mais pourquoi d'ailleurs? Quel intérêt ai-je à connaître la date de ma conception? Parce qu'au moment de votre conception, vous existiez déjà dans l'univers. Et les forces à l'époque de votre conception ont une influence certaine sur votre personnalité. Il n'est pas très difficile de connaître la date de sa conception. Si on conçoit que scientifiquement, l'être humain est né 9 mois après sa conception, donc pour connaître la date de votre conception, il faut retourner 9 mois en arrière en partant de notre date de naissance. Donc, en faisant un petit calcul, vous enlevez 9 mois jour pour jour à votre date de naissance et vous avez votre date de conception. Alors, quels sont les événements majeurs qui ont marqué la date de votre conception? Vous allez donc faire des recherches pour savoir, au moment de votre conception, dans le monde, dans votre pays, dans votre ville, votre village, dans votre quartier, dans votre maison, dans votre famille, quels sont les événements majeurs qui se sont passés? Était-ce la guerre? Était-ce une grande famille par exemple? Était-ce des périodes d'élection? Était-ce des périodes de joie intense? Voilà quoi. Vous allez voir, chercher donc quels sont des événements majeurs qui ont marqué la date de votre conception. Ça demande un travail de recherche où vous allez aller vers les autres, poser des questions. Mais voilà, donc l'objectif c'est de savoir quels sont les événements majeurs qui se sont passés au moment de votre conception. Alors, important. Quel est mon message personnel pour le monde de cette époque? Si vous aviez un message à délivrer au monde qui vivait à l'époque de votre conception, qu'est-ce que vous alliez leur dire? Faites-le, c'est important. Deuxième grande question, quelle est la date de votre naissance? Alors ça, c'est beaucoup plus facile que la date de conception. Tout le monde connaît sa date de naissance en principe. Donc, vous allez faire la même chose également comme vous avez fait pour votre date de conception. Quels sont les événements majeurs qui ont marqué la date de votre naissance dans le monde, dans votre pays, dans votre ville, dans votre village, si vous êtes au village, dans votre quartier, dans votre maison et enfin dans votre famille. Et important aussi, quel est mon message personnel pour le monde de cette époque? Si je suis né le 5 février 1946, quel est mon message personnel au monde qui vivait le 5 février 1946? Si j'avais un message personnel à leur délivrer, qu'est-ce que j'allais leur dire? Troisième grande question. Quels sont les événements et personnages marquants de ces époques de ma vie? Alors nous allons prendre ici quelques époques de notre vie qui sont très importantes. Mais nous allons le faire en utilisant le nombre. Le nombre donc en tant que chiffre. Et vous allez voir pourquoi. Parce que le nombre est extrêmement important. Le nombre est un être du plan spirituel. Il a ses lois particulières de construction et d'évolution. Et son étude est une des plus importantes pour les hommes. C'est ainsi qu'avec l'étude des nombres, certaines périodes de notre cycle de vie peuvent nous permettre de découvrir énormément de choses. Cependant, l'étude quantitative des nombres telle qu'elle est poursuivie par les mathématiciens actuels ne nous intéresse pas ici, non du tout. Nous mettrons plutôt l'accent sur l'étude qualitative telle qu'elle était poursuivie dans les centres d'initiation de l'Antiquité par exemple. Il ne faut cependant pas confondre les nombres qui sont des êtres avec les chiffres qui sont leurs habits. Un homme habillé de vert, de jaune ou de noir est toujours lui-même. Un nombre figuré par un caractère chinois ou sanskrit ou romain ou typographique actuel est toujours lui-même. Or, la question du chiffre a bien souvent embrouillé la question du nombre, nous dit le docteur Papus Gérard Ancos dans son livre La science des nombres, une œuvre posthume. Alors, nous nous intéresserons ici à principalement deux nombres dits masculins et actifs. Le nombre 1 qui représente la puissance suprême et le nombre 9 qui représente la fécondité. Ce sont ces deux nombres qui vont nous intéresser dans l'étude de ces périodes importantes de notre vie que nous allons voir tout à l'heure. Alors, la réduction théosophique des deux bornes des différentes tranches d'âge ci-dessous nous donnera toujours 1 et 9, sauf pour la première tranche, c'est-à-dire de 0 à 9 ans. On y reviendra tout de suite.
En ce qui concerne le nombre 0, il relève une grande signification et il correspond à notre naissance. Le chiffre est en quelque sorte un non-chiffre. Il existe pour représenter le rien. Curieux paradoxe. Nommer le rien n'est pourtant lui-même, c'est pourtant lui donner une existence, une valeur. Le 0 est un cercle de forme ovale qui ressemble à un 9. Il représente cependant un autre aspect que la simple représentation de la valeur mathématique. Le 0 est la représentation d'un lieu clos, fermé, fini, une perfection parcellaire à l'image de l'œuf. Les traditions attribuent d'ailleurs au cercle l'expression de la divinité. Pourquoi? Parce que le cercle est la projection équidistante du point central, une création expansive, une sorte d'explosion à l'image de la théorie du Big Bang. Chaque point de la circonférence est lié en identité à son centre. Le cercle ne commence nulle part et ne finit nulle part. Intemporel, il est. Ses attributs en font ainsi une image de la conception divine. Dieu serait donc une expression, une assimilation à ce rien qui est quand même quelque chose, en quelque sorte. Dieu est une matrice à Dieu. On l'appelle l'œuf du monde. La matière expansée est l'espace sorti de son rien. Le 0 est donc ce potentiel qui sort du rien originel. La matière prima, un œuf qui abrite des possibilités d'expansion, d'évolution. C'est pourquoi lorsqu'il est associé à un autre chiffre, il donne accès à un autre stade de départ, une autre échelle de valeur. Et c'est ainsi qu'on parle de dizaines, de centaines, de milliers, etc. Donc, nous n'allons pas pousser trop sur l'analyse de ces nombres, mais nous allons juste venir à ce qui nous intéresse donc, c'est ces périodes. Voilà. Et là, nous verrons qu'il y a donc des choses extrêmement importantes à découvrir dans ces périodes de notre vie. Parce que là, nous voyons pourquoi ces époques de notre vie sont extrêmement importantes pour nous et peuvent nous révéler ce que nous sommes réellement et nous conduire à adopter les bons choix. À chaque 9 ans donc, nous devons faire notre bilan et être conscients qu'une nouvelle ère est née pour nous et que nous devons monter un palier plus haut. Ce qui veut dire donc que les périodes les plus importantes de notre vie, qu'on en soit conscient ou non, sont le jour de notre naissance, à 9 ans, 18 ans, 27 ans, 36 ans, 45 ans, 54 ans, 63 ans, 72 ans, 81 ans, 90 ans, 100 ans, etc. Arrivé à 100 ans, nous avons parcouru un siècle et nous devons entamer un nouveau siècle, ce qui est tout aussi important. Par ailleurs, la réduction théosophique de 100, c'est-à-dire 1 plus 0 plus 0 égale 1, donc nous donne l'unité. La réduction théosophique de 100 donc nous donne l'unité. Donc une nouvelle phase qui prend sa racine dans la création et la perfection recommence ou continue pour nous. L'étude de la science des nombres n'est pas l'étude n'est pas l'objet du moins de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous voulions juste montrer qu'il est important d'être attentif aux merveilles que Dieu nous a données, notamment avec les nombres. Ainsi, en l'étant, notre vie peut changer à tout point de vue. Ces périodes de notre vie sont ainsi subdivisées. De 0 à 9 ans, de 10 à 18 ans, de 19 à 27 ans, de 28 à 36 ans, de 37 à 45 ans, de 46 à 54 ans, de 55 à 63 ans, de 64 à 72 ans, de 73 à 81 ans, de 82 à 90 ans et de 91 à 100 ans. Alors, durant ces périodes importantes de votre vie, qu'est-ce qui s'est passé d'important dans votre vie? C'est ça la question, la première question que vous devez vous poser. Vous devez prendre toutes ces périodes de votre vie et vous demander qu'est-ce qui s'est passé d'important dans votre vie durant ces périodes. Qu'aimeriez-vous retenir?
qu'aimeriez-vous oublier? C'est ça la véritable question que vous devez vous poser durant ces périodes de votre vie. Alors, maintenant, une autre question importante dans le bilan personnel, c'est la connaissance de soi, ce sont nos parents, donc mes parents. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire, les questions, la réponse à ces questions, il faut les faire par écrit et non mentalement. Il est important d'écrire vos réponses. Alors, mes parents, qui sont mes parents? Amadou et Fatou, Nilan et Samba, Jean et Madeleine, ainsi de suite. Qu'est-ce qui me plaît en eux? Écrivez-le. Qu'est-ce qui vous plaît en vos parents? Qu'est-ce qui vous déplaît en eux? Si j'avais à choisir mes propres parents, les aurais choisis. Sinon, pourquoi? Oui, c'est important de répondre à cette question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mal actuellement parce qu'ils ne sont pas fiers de leurs parents. Il est important donc de se mettre face à soi-même avec courage et de répondre à ces questions pour exorciser ces démons donc, qui sont toujours en nous. Suis-je fier de moi lorsque je pense à mes parents? Sinon, pourquoi? Quel sentiment m'habite lorsque je pense à mes parents? Est-ce de la joie, colère, amour, désolation, déception, reconnaissance, tristesse, indifférence, etc. Donc vous avez ici des cases que vous allez cocher. Et c'est pourquoi donc c'est important de vous procurer ce document. Donc si vous me le demandez par mail à leopoldndiaye@gmail.com, je vais vous l'envoyer. Alors important, quel est mon message personnel pour mes parents? Sixièmement, mon lieu de naissance. Où suis-je né? Répondez à cette question. Où suis-je né? Si j'avais à choisir, serais-je né dans mon continent? Oui. Sinon, pourquoi? Mon pays. Est-ce que si j'avais à choisir, je serais né dans mon pays? Oui. Sinon, pourquoi? Est-ce que si j'avais à choisir, je serais né dans mon village ou ma ville, mon quartier? Si oui. Sinon, pourquoi? Et si j'avais à choisir enfin, est-ce que je naîtrais dans ma famille? Si oui, vous cochez le oui. Sinon, vous expliquez pourquoi. Alors, quel est mon message important, mon message personnel pour les gens de mon lieu de naissance, les gens qui habitent mon lieu de naissance? Et quel est mon message personnel pour ma famille? Septième partie, votre ordre de naissance. Alors, au sein de votre famille, êtes-vous l'aîné, le cadet, le benjamin, l'enfant unique ou bien vous êtes jumeau? Cochez donc la case qui vous correspond. En effet, votre rang de naissance dans la famille a une influence certaine sur votre personnalité. Ainsi, selon le professeur Frank Soloway, membre de l'Institute of Personality and Social Research de l'Université de Berkeley, en Californie, la plus grande partie des différences entre frères et sœurs s'explique par le rang de naissance. En fait, il joue un rôle aussi important que la différence de sexe. Ainsi, l'aîné est en général accompli, le cadet conciliant et le benjamin cherche à plaire. Selon Maria Balla, éducatrice et thérapeute à Ottawa, le rang de naissance n'est pas la cause directe des traits de caractère. Toutefois, le rang de naissance constitue l'un des facteurs les plus importants dans le développement de la personnalité. Qu'est alors de l'enfant unique et du jumeau? L'enfant unique qui n'a pas de frère ou de sœur avec qui jouer ne peut être étiqueté facilement. Nombre d'entre eux, comme les aînés, sont des enfants hautement doués et accomplis. Certaines études montrent que l'enfant unique est plus digne de confiance que l'aîné de la famille. Quant aux jumeaux, rien n'est joué selon Frank Soloway. Le premier-né adopte parfois le caractère de l'aîné, même si parfois 2 minutes seulement séparent leur naissance. Tout dépend encore de la manière dont ils sont traités. Huitièmement, mes croyances. Ai-je choisi librement ma religion? C'est important de s'interroger sur nos croyances profondes, parce que nos croyances nous déterminent. Ai-je choisi librement ma religion ou bien est-ce une religion qu'on m'a imposée? Quelles sont mes croyances les plus fortes qui gouvernent ma vie? Et là, quand on parle de croyances, ici maintenant, on ne parle plus de religion. Mais ce sont des choses auxquelles je crois.
des choses peut-être que j'ai trouvées là, des croyances de la société qui font que j'y ai cru parce que tout simplement tout le monde y croit. Suis-je intérieurement en parfaite harmonie avec mes croyances? Si je devais changer mes croyances, lesquelles devrais-je changer? André Gide nous disait que la croyance que je considère comme vraie est celle qui me permet de faire le meilleur usage de ma force, me donne les meilleurs moyens de transformer mes vertus en action. Dans son livre intitulé L'éveil de votre puissance intérieure, Anthony Robbins soutient que la raison pour laquelle le succès échappe à la plupart des gens réside dans le fait qu'ils ont trop peu de références liées à des succès passés. Mais l'optimiste agit selon la croyance que le passé n'est pas le futur. Tous les grands chefs, tous les gens qui ont réussi dans un domaine ou dans un autre sont conscients de la force intrinsèque qu'il y a à poursuivre la même idée, même s'ils ne connaissent pas encore tous les détails sur la manière de la concrétiser. Quand on acquiert la certitude absolue que procurent les puissantes croyances, on peut accomplir pratiquement n'importe quoi, y compris les actions que les autres croient impossibles. Ainsi, nos croyances ont une grande influence sur notre personnalité, sur ce que nous sommes et serons demain. C'est pourquoi il est important de surveiller ces croyances comme du lait au feu, de les canaliser et les positiver tout le temps. Car, comme disait Joseph Conrad, c'est seulement dans l'imagination des hommes que chaque vérité trouve une existence réelle et indéniable. L'imagination et non l'invention est le maître suprême de l'art comme de la vie. Alors, nous allons arriver maintenant, après cette connaissance de soi, à la deuxième partie. Donc, c'est mon bilan personnel. Je vous le disais à l'entame, il est important de faire son bilan personnel pour pouvoir savoir où vous devez mettre les pieds. La première question à laquelle vous devez répondre est: vous plaignez-vous souvent de vous sentir mal? Si oui, quelle en est la cause? Critiquez-vous les autres à la moindre provocation ou occasion? Il y a des gens qui prennent le plaisir à critiquer tout le monde tout le temps, à la première occasion. Alors, est-ce votre cas? Faites-vous fréquemment des erreurs dans votre travail? Si oui, pourquoi? Êtes-vous sarcastique et agressif dans votre conversation? Il y a des gens qui, dans une conversation avec les autres, sont vraiment sarcastiques, agressifs. Voilà. Cinquième question. Évitez-vous délibérément l'association avec une personne quelconque? Si oui, pourquoi? Sixièmement, souffrez-vous d'indigestion? Si oui, quelle en est la cause? Parce qu'en réalité, l'indigestion est le reflet de notre mental. En général, lorsque nous ne sommes pas bien dans notre tête, ça peut se refléter sur notre corps par des maladies et des manifestations donc corporelles. Septièmement, la vie vous semble-t-elle futile et votre avenir vous paraît-il sans espoir? Si oui, pourquoi? Est-ce que pour vous, que vous viviez ou non, ça vous importe peu? Est-ce que votre avenir ne vous intéresse pas? Huitièmement, aimez-vous votre travail? Sinon, pourquoi? Neuvième question, vous apitoyez-vous souvent sur vous-même? Si oui, pourquoi? Dixième, enviez-vous ceux qui réussissent mieux que vous? Onzièmement, à quoi pensez-vous le plus? Au succès ou à l'échec? Question extrêmement importante. Est-ce que le plus souvent, on pense à l'échec ou on pense au succès? Parce que n'oubliez pas que nous sommes ce que nous pensons. Douzièmement, en vieillissant, augmentez-vous votre confiance en vous ou la perdez-vous? Treizième question, avez-vous tiré une leçon valable de vos erreurs? Quatorzième, laissez-vous un parent ou une connaissance vous tourmenter? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a dans votre entourage un parent ou bien une connaissance, un ami qui vous tourmente tout le temps et vous ne faites rien? Êtes-vous parfois, quinzième donc, êtes-vous parfois au comble de l'exaltation et à d'autres moments dans l'abattement le plus profond? Donc il y a des personnes qui tout de suite sont dans l'exaltation, très contents, super motivés, et une seconde après, ils sont complètement abattus. Est-ce votre cas? Seizièmement, qui a le plus d'influence sur vous? Quelle en est la cause? Il est important de détecter les gens qui ont le plus d'influence sur moi, parce qu'il en est fondamental pour le cours de ma vie.
Donc, qui a le plus d'influence sur vous et quelle en est la cause? Pourquoi cette personne a de l'influence sur vous? Tolérez-vous les influences négatives ou décourageantes que vous pourriez éviter? 18e, négligez-vous votre apparence physique? Si oui, quand et pourquoi? Avez-vous appris à noyer vos ennuis dans un travail qui vous absorbe trop pour vous laisser le temps d'y penser? Avez-vous souvent envie de changer de travail? Si oui, pourquoi? Avez-vous peur de quitter votre travail même s'il ne vous plaît plus? Estimeriez-vous que vous êtes un faible si vous laissiez les autres penser à votre place? Est-ce que si vous laissez les autres penser à votre place, vous pensez vous-même que vous êtes un faible ou non? Négligez-vous le bain interne jusqu'à ce que l'auto-intoxication vous rende de mauvais caractère et irritable? Combien avez-vous de sources d'ennui que vous auriez pu éviter et pourquoi les tolérez-vous? Avez-vous recours à l'alcool, aux narcotiques ou au tabac pour calmer vos nerfs? Si oui, n'essayez-vous pas le pouvoir de la volonté? Est-ce que le plus souvent, lorsque vous avez des problèmes, vous avez recours à l'alcool, au tabac, à la drogue? Et si c'est le cas, pourquoi donc vous n'avez jamais essayé le pouvoir de votre propre volonté pour vraiment vous sortir de ces soucis? Quelqu'un vous harcèle-t-il? Quelqu'un vous harcèle-t-il? Si oui, pour quelle raison? Avez-vous un but bien précis? Si oui, quel est-il et quel est le plan que vous avez élaboré pour l'atteindre? Souffrez-vous d'une des 6 formes fondamentales de la peur? Si oui, de laquelle ou desquelles? Avez-vous une méthode pour vous protéger des influences négatives des autres? Avez-vous délibérément recours à l'autosuggestion pour rendre votre esprit positif? Qu'est-ce qui a pour vous le plus de prix? Vos possessions matérielles ou le pouvoir de contrôler vos pensées? Êtes-vous facilement influencé par les autres au détriment de votre propre jugement? La journée d'aujourd'hui a-t-elle ajouté quelque chose de valable à vos connaissances ou à votre état d'esprit? Répondez-y. Affrontez-vous en face les circonstances qui vous rendent malheureux ou enfuyez-vous la responsabilité? Analysez-vous vos erreurs, les échecs que vous avez subis et essayez-vous d'en tirer une leçon profitable ou pensez-vous que cela ne sert à rien? Alors, maintenant, pouvez-vous nommer 3 des faiblesses qui vous font le plus tort? Que faites-vous pour les surmonter? Est-ce que vous pouvez nommer 3 faiblesses qui vous font le plus tort? Et qu'est-ce que vous faites pour les surmonter? Encouragez-vous les autres à vous raconter leurs ennuis? Choisissez-vous dans votre expérience quotidienne les leçons ou les influences qui aideront à votre avancement personnel? Alors, donc, chers amis, voici là un certain nombre de questions. Elles sont extrêmement nombreuses. Je ne pourrai pas toutes les citer dans le cadre de cette vidéo. Donc, je vous recommande tout simplement de faire la demande de ce questionnaire. Comme ça, je vais vous l'envoyer et vous pourrez le remplir tranquillement. Donc, vous pouvez envoyer un mail donc, à leopoldndiaye@gmail.com et là, je vais vous envoyer ce formulaire. Mais je voudrais terminer par une chose importante. On avait parlé de la mission de vie la dernière fois. Alors, je vais vous donner ici certaines questions importantes que vous devez vous poser si vous voulez définir votre mission de vie sans problème. Alors, la première question, c'est qui êtes-vous lorsque vous êtes au meilleur de vous-même? Que feriez-vous si la fin du monde était programmée pour dans une semaine? Répondez à cette question sincèrement et vous verrez que c'est une question existentielle importante pour définir surtout la mission de vie. Que feriez-vous si la fin du monde était programmée dans une semaine? Afin de répondre, voici 4 questions ou sous-questions qui vous permettront de mieux comprendre vos valeurs essentielles. Pour les détecter, il faut vous imaginer à la fin de votre vie. Quelles sont les 3 leçons les plus importantes que j'ai pu apprendre et pourquoi sont-elles si cruciales? Depuis que vous vivez,
quelles sont les 3 leçons les plus importantes que vous avez apprises? Pensez par exemple à quelqu'un pour lequel vous éprouvez un profond respect. Décrivez les 3 qualités que vous admirez le plus chez cette personne. Deuxième question, qui êtes-vous quand vous êtes au meilleur de vous-même? Quelle est la personne que vous êtes lorsque véritablement vous êtes au meilleur de vous-même? Quelle phrase vous représentant réellement souhaiteriez-vous voir inscrite sur votre tombe? Alors imaginez-vous que vous êtes mort, enterré, et on a mis une épitaphe sur votre tombe. Sur cette épitaphe, les épitaphes, ce sont les écriteaux qu'on met sur les tombes. Par exemple, ici repose tel, tel, un, tel, un, tel. Donc, quelle est vous la phrase qui vous représente le mieux et que vous souhaiteriez qu'elle soit inscrite sur votre épitaphe? Alors, nous pouvons à présent répondre à cette question très importante. Si vous avez fini de faire cela, maintenant vous pourrez répondre à cette question importante. Quelles sont mes 5 valeurs les plus importantes? Une valeur est une conception personnelle de la vie. Des principes qui, comme une boussole, conduisent ma vie et permettent ainsi de pouvoir me positionner et me différencier des autres. Une personne sans valeur accède très difficilement à la réussite car elle a une vie assez confuse, sans fondement précis. La valeur est ce en quoi je crois profondément, mon ancrage personnel qui fonde ma vision des choses. Il est important, si nous voulons avoir notre vie en main, de déterminer nos valeurs principales pour savoir le socle sur lequel nous reposons. La valeur fait penser à l'éthique chez la personne. En définir 5 pourrait être largement suffisant. Oui, définissez vos valeurs. Si vous n'avez pas de valeurs, vous ne pourrez pas vivre une vie saine et correcte. Les valeurs sont le socle, donc le fondement, comme un bâtiment, le béton sur lequel repose notre vie. Alors, quelles sont toutes les choses que j'ai toujours voulu? Ça également, c'est une question importante pour définir sa mission de vie. Quelles sont toutes les choses que j'ai toujours voulu? Ne pensez pas à la faisabilité des choses. En fait, pensez aux choses que nous avons toujours voulu. Même si nous ne les avons pas, nous replonge en nous-mêmes et reprogramme notre subconscient. Ainsi, nous retournons à notre véritable personnalité en revivant nos rêves enterrés ou étouffés. Cela fait ressurgir en nous notre côté gagneur et divin. Alors, ne pensez pas à la faisabilité au nom de ces choses, ce n'est pas le but de l'exercice. Qu'aimerais-je faire au point que je serais prêt à payer pour le faire? Voilà une question très importante pour chaque personne. Savoir ce qui me tiendrait tellement à cœur que je donnerais tout pour le réaliser. C'est découvrir sa véritable raison d'être. C'est là le véritable centre névralgique sur lequel repose ma vie et sans quoi je ne serais véritablement pas moi-même. Découvrir cet aspect de ma vie m'aiderait beaucoup à me réconcilier avec moi-même et à trouver un but à ma vie. Pour répondre à cette question, il faut écouter son cœur et surtout être honnête avec soi-même. Qu'est-ce qui me passionne réellement? Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, disait Hegel. Soyons passionnés pour la réalisation de nos objectifs. La passion n'est pas une course effrénée vers l'atteinte de l'objectif, mais c'est la capacité à s'accrocher et à avancer résolument vers l'atteinte de cet objectif sans jamais se décourager. Lorsqu'on est passionné, rien ne nous fait abandonner. La passion nous donne la force d'avoir les yeux toujours rivés sur l'objectif et rien ne peut alors nous en détourner. Savoir ce qui nous passionne véritablement est très important pour réaliser son plan de vie. Que choisirais-je de faire si j'avais des ressources illimitées? Projetez-vous dans l'avenir et pensez à la meilleure chose que vous pourriez faire et qui vous procurerait énormément de plaisir, car alors vous aurez le sentiment que vous avez accompli quelque chose de bien. Imaginez que tout le pouvoir du monde et toutes les ressources disponibles sont entre tes mains et t'appartiennent. Dans pareil cas, alors, que feriez-vous? Quels sont les personnages historiques ou contemporains que j'admire le plus et pourquoi? Si j'admire une personne ou un personnage, c'est que quelque part je partage une ou des valeurs avec lui. Les personnes qui m'inspirent sont comme des guides pour moi. Aussi, après les avoir identifiés, il serait intéressant d'essayer de pénétrer leur vie pour les connaître davantage.
Ceci nous permettra de connaître leurs valeurs et en le faisant, on découvrira certainement plus facilement nos propres valeurs et nos repères. Tout ce qu'on peut donc avoir sur leur vie, il faut le chercher. Biographie, discours, écrits, films, etc. Maintenant, nous allons explorer les domaines majeurs de la vie. Alors, nous citerons ici les domaines que nous considérons comme les plus importants dans la vie. La liste qui suit n'est qu'un exemple qui change de personne à personne. Pour certains, les domaines majeurs de la vie sont la famille, les relations, la carrière, la santé, la vie sociale, son développement personnel, etc. Donc ça dépend de chaque personne. Chaque personne doit citer quels sont les domaines les plus importants de sa vie. Alors, dans les domaines qui précèdent, donc, nous venons de citer, qu'aimerais-je qu'il se produise? Qu'aimerais-je apprendre? Quelles compétences voudrais-je maîtriser? Combien d'argent souhaiterais-je gagner? Quels traits de caractère souhaiterais-je développer? Qu'est-ce que je souhaiterais apporter au monde? Et enfin, et maintenant, nous pourrons décliner notre grand rêve. Et pour décliner notre grand rêve, il faut donc dire pour moi quelles sont les choses les plus importantes, donc en citer 5. Et si je pouvais être, faire et avoir tout au monde, je serais. Et vous le dites. Alors, donc, chers amis, c'est là donc un aperçu donc du grand questionnaire que je vous ai amené aujourd'hui et qui vous sera d'une utilité, une grande utilité lorsque vous l'aurez acquis donc par mail. Donc demain, faites la demande par mail à leopoldndiaye@gmail.com et je vous enverrai donc ce formulaire que vous pourrez remplir et qui vous permettra de pouvoir faire votre bilan personnel. Et c'est extrêmement important et je vous le recommande. Alors, n'oubliez pas de commander toujours mon livre donc en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com ou un message inbox. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. C'était donc Léopold Ndiaye, écrivain, coach et formateur.